Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, c'est important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne. Donc là, c'est le point sur l'Ukraine du 2 décembre 2023 avec comme titre l'armée ukrainienne arrête les offensives et maintenant est sur la défensive. Donc ça c'est nouveau, ça a été décidé par le président Zelensky qui dans le journal ukrainien Ukrainska Pravda a déclaré que l'armée ukrainienne devait très rapidement faire un renfort du front, donc créer des fortifications sur le front. Très exactement, c'est des fortifications sur le front. Donc ça veut dire que l'armée ukrainienne arrête les offensives et maintenant a décidé d'être en défensive, puisque de toute manière, elle n'a plus les moyens de faire de réelles offensives. Alors la semaine dernière, je vous avais parlé de l'assaut amphibie sur Krenki, c'est-à-dire sur la rive est du Dniepr, qui est côté russe. Bah, apparemment, c'était le dernier assaut assez important, on va dire, côté ukrainien. D'après le président ukrainien Zelensky, si l'on en croit Ukrainska Pravda, et bien maintenant, ils vont faire des fortifications sur toute la ligne de front, puisque Zelensky a aussi précisé que les fortifications seront sur toute la ligne de front. Évidemment, toute la ligne de front concernant les points chauds, hein, bien évidemment. Donc bah, là, évidemment, c'est un signe à l'international pour dire, bah, ça y est, c'est fini. Bon, ça, on le savait déjà, mais là, c'est un signe concret militaire qui est vraiment très concret. Alors comme d'habitude, cette vidéo va être en trois parties. Il y aura les informations générales qui seront suivies de ma conclusion et enfin la carte militaire afin que vous sachiez ce qu'il se passe grosso modo sur le terrain. Alors on va commencer par la petite ville de Klitschivka qui est au sud de Bakhmut. Alors Bakhmut qui s'appelle maintenant Artyomovsk, hein, bien sûr, elle a retrouvé son ancien nom. Bref, donc Klitschivka est maintenant dans un petit chaudron. Seule la face ouest de la ville est encore libre pour les Ukrainiens. Sinon, bah, Klitschivka est entouré par les Russes sur le côté nord, sud et est. À savoir que les Russes ont déjà pris la ville dans la ville côté est. Et donc, à mon avis, cette ville devrait être bientôt sur la mainmise russe, on va dire dans son entièreté, très bientôt. Si j'ose un pari, je dirais peut-être dans 2 semaines. Alors maintenant, on va parler de Klomovo, qui est la ville qui est au nord de Bakhmut, mais qui est tout près de Bakhmut, hein. Cette ville-là est tout près de Bakhmut, au nord-ouest. Elle a été prise, et c'est important pour les Russes puisque ça consolide toute la région de Bakhmut, quoi. La région, quand je dis la région, évidemment, banlieue nord, banlieue sud et banlieue est. Évidemment, il reste la banlieue ouest, mais ça consolide Bakhmut. C'était les endroits les plus importants concernant Bakhmut. Donc ils ont consolidé, c'est-à-dire que ce n'est pas une simple victoire, une prise d'un village ou d'une ville, c'est la prise, elle a déjà été faite la semaine dernière, c'est une consolidation. C'est-à-dire que vraiment, là, ils sont retranchés dans la ville et des défenses sont déjà en train d'être faites. Puisque je vous rappelle que le mode de fonctionnement russe, c'est l'avancée incrémentale. C'est-à-dire, on avance un peu, on consolide, et quand c'est vraiment consolidé, on avance un peu. Voilà. Donc c'est on avance, on consolide, on avance, on consolide. Donc c'est par petites bouts, c'est du grignotage, mais du grignotage certain. C'est-à-dire où ils sont certains de ne plus jamais reculer. C'est la stratégie russe que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre.
parce que je savais qu'il suivait la guerre d'attrition décidée par le général Sourovikine, qui, je vous le rappelle, avait remplacé le général Lapine. Et donc le général Sourovikine avait décidé de cette stratégie. Je pensais quand même qu'il y aurait une grande offensive russe en décembre, en fin décembre 2022. Et au final, non, ils ont décidé de jouer la guerre d'attrition, mais dans ses extrêmes, c'est-à-dire vraiment perdre le moins d'hommes possible, le moins de matériel possible, et d'avancer par petites touches, mais de manière absolument certaine. Bon, ils ont décidé comme ça parce que à l'état-major russe, ils se sont dit que le temps était avec eux, ils n'avaient pas de pression au niveau temporel. Donc comme ils n'avaient pas de pression, ils allaient jouer à fond la guerre d'attrition, ils allaient jouer à fond le fait d'épargner les hommes au maximum ainsi que le matériel. Tout le contraire absolument de l'armée ukrainienne, l'armée ukrainienne sait très bien que le temps joue contre elle et qu'elle doit perpétuellement faire des offensives afin de pouvoir exister médiatiquement et donc afin de pouvoir toujours avoir des subsides de l'Union européenne, des États-Unis, ainsi que des arrivages de matériel militaire régulier. Sans les médias, sans des coups médiatiques, bah, ils n'auraient pas tout cela. Donc ils sont obligés de faire des petites offensives. Mais jusqu'à un certain point, puisque comme je viens de vous le dire, ça y est, Ukrainska Pravda l'a déclaré, donc maintenant Zelensky a décidé de faire des fortifications sur tous les points chauds du front, donc les offensives, c'est terminé officiellement, et ça vient du gouvernement et du président lui-même. Alors nous verrons si vraiment ces positions sont très fermes et ne changeront jamais dans le temps, nous verrons bien, mais en tout cas, ça a été affirmé très officiellement. Bref, alors sur Avdiivka, eh bien les Russes avancent toujours de manière incrémentale. Alors sur le nord d'Avdiivka, très peu. Alors ils ont avancé dans le complexe industriel nord d'Avdiivka, mais encore une fois très peu, tout comme la pince nord d'Avdiivka où ils ont très peu avancé. Donc ils ont pris le village de Stepové, donc au nord d'Avdiivka, et ils se dirigent vers le deuxième village. Maintenant concernant la pince sud, la pince elle-même, elle a très peu avancé. Par contre les Russes ont pris l'entièreté du complexe industriel sud d'Avdiivka. Donc ça, c'est une grosse nouvelle. Alors concernant toujours Avdiivka, j'ai appris en lisant des rapports ukrainiens, à mon étonnement, les grands chefs d'Avdiivka ont fui la ville il y a déjà 3 semaines. Alors information à prendre avec des pincettes, mais ça vient de rapports ukrainiens. Alors évidemment, ça a été confirmé par les blogueurs russes qui se sont jetés dessus. Mais bref, bon bah si c'est vrai, bah ça va foutre encore un coup au moral des Ukrainiens dans Avdiivka, bien évidemment. Mais ça peut être aussi qu'une rumeur qui circule parmi les soldats ukrainiens, mais il n'y a jamais de fumée sans feu. Donc s'il y a une rumeur qui circule, même si c'est pas tout à fait vrai, ça augure du pire quand même concernant le commandement sur Avdiivka. Encore une fois, il n'y a pas de fumée sans feu. Concernant toujours Avdiivka, eh bien là, la ville d'Avdiivka qui avait subi la première, les bombes planantes FAB 1500 russes, là maintenant subissent les bombes RBK 500U russes. Alors qu'est-ce que les bombes RBK 500U? Ce sont les bombes à sous-munitions russes dernière génération. Alors Poutine l'avait promis, bah, Avdiivka le subit. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Poutine avait dit à la télévision Russia 1, c'est-à-dire Russie 1, la chaîne Russie 1, que si les Américains donnaient des bombes à sous-munitions à l'Ukraine, les Russes l'emploieraient aussi, mais de manière beaucoup plus massive,
et avec des bombes à sous-munitions plus redoutables encore. Bah ça y est, c'est le cas. Donc ces bombes de 500 kg, donc le RBK 500U, sont les dernières bombes à sous-munitions russes. Elles sont redoutables parce qu'elles sont plus lourdes que celles américaines. Il y a entre 100 et 350 bombelettes à l'intérieur, mais il y a plusieurs types de bombes à sous-munitions russes. Ça, c'est si on fait la comparaison des bombes à sous-munitions bombelettes américaines et les mêmes similaires russes. Parce qu'encore une fois, il y en a des différents types. Bref, donc l'explosif est beaucoup plus puissant à masse égale que celle américaine. Par contre, quand même, il faut préciser que les bombes à sous-munitions américaines qui ont été envoyées à l'Ukraine sont de très vieilles bombes. Faut quand même le préciser. Donc ça, c'était sur Avdiivka. Alors là maintenant sur le front nord, sur Kupiansk, Liman et Sivelsk, les Russes avancent à nouveau. Alors qu'il y a un moment, ils avaient, à ma connaissance, ils avaient complètement arrêté là-haut. Parce que ça fait 3 semaines d'affilée que je vous dis qu'il n'y a aucune avancée observable. Donc là, ils ont à nouveau avancé de plusieurs centaines de mètres sur toute la ligne de front. Principalement sur Kupiansk. Et même sur Sivelsk, ce fameux chaudron dont je vous parle depuis plus d'1 an. Donc Sivelsk est entouré par les Russes, mais ça avance lentement. Alors faut pas oublier que sur Avdiivka, il y a environ 45 000 soldats russes qui entourent et qui se battent. C'est là où il y a le point le plus chaud côté offensive russe. Les autres, il y a beaucoup moins de soldats parce qu'ils sont beaucoup plus étalés sur le front. Alors la nouvelle maintenant concernant le front nord, eh bien le Pentagone a déclaré qu'il y avait entre 100 000 et 150 000 soldats russes dans la région de Kupiansk et ça s'étale jusqu'à Liman. Donc ce qui montre quand même l'inquiétude des Américains, sinon ils n'auraient pas donné une telle information. Alors nulle surprise pour ceux qui me suivent, puisque ça fait des mois que je vous dis que les Ukrainiens angoissent sur le fait qu'il y ait une énorme armée russe vers la région de Kupiansk. Ça fait des mois que je vous le dis, vous le savez, vous le savez très bien. La première fois que cette énorme armée russe a été, on va dire, médiatisée, c'est par Yuri Ignat, le porte-parole de l'armée de l'air ukrainien. Donc ça remonte à environ 3 mois maintenant déjà. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur le front nord. Maintenant, globalement, pour conclure sur le front, petite anecdote, j'ai lu dans un rapport Telegram, c'est un blogueur russe qui avait repris ça, je ne sais pas si c'est vrai, mais je vous le dis. Apparemment, il y a un général allemand qui a dit qu'il ne voulait plus envoyer de Léopard 2 à l'Ukraine parce qu'un char à 6 millions de dollars pouvait se faire détruire par un drone russe à 20 000 dollars à peu près. Donc il dit ça vaut pas le coup d'envoyer des Léopard 2 avec de tels drones en face qui pouvaient soit, bon pas détruire complètement, mais tout du moins totalement immobiliser, mettre hors de service un char Léopard 2. Donc effectivement un char à 6 millions de dollars et un drone à 20 ou même 25 000 dollars, effectivement il n'y a pas photo. Donc à mon avis il a raison là-dessus, parce que ce sont les faits là pour le coup. Voilà, alors et puis évidemment pour finir sur le front, je vous rappelle la nouvelle que Zelensky a décidé, ça a été dit dans le journal ukrainien Ukrainska Pravda, de fortifier toute la ligne de front concernant les points chauds, bien évidemment, pas toute la ligne de front, il y a plus de 900 km. Mais voilà, donc c'est fini l'offensive pour les Ukrainiens. On verra si c'est vrai dans le temps, mais en tous les cas, pour l'instant, officiellement, Zelensky, il a dit plus d'offensive côté ukrainien, mais de la fortification et en urgence. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le front. Maintenant, on va passer aux articles. Alors, on va démarrer par l'article de Yahoo News qui reprend le journal ukrainien The New Voice of Ukraine. The New Voice of Ukraine, c'est en version originale.
The New Voice of Ukraine, c'est un journal ukrainien en anglais, uniquement en anglais. Alors évidemment, on peut le traduire en ukrainien sur la page, mais il est en anglais. Que dit-il? D'anciens combattants de Wagner prennent d'assaut les positions ukrainiennes près de Kupiansk, selon le général Sielski. Alors, vous vous souvenez que le général Sielski, c'était le général en chef de l'armée de terre ukrainienne. Donc c'était lui qui était en charge de la prise de Bakhmout quand il y avait encore la bataille de Bakhmout. Alors vous voyez que même les Ukrainiens font toujours le distinguo entre les soldats de Wagner et l'armée régulière russe. Alors que Wagner, bien sûr, fait partie de l'armée régulière russe maintenant. C'est fini le distinguo. Mais on le fait tout de même parce que Wagner conserve son macaron sur leur uniforme. Mais sur l'autre épaule, il y a le drapeau russe, bien sûr. Ça va de soi. Donc on voit qu'ils sont du groupe Wagner, mais ils font partie de l'armée régulière russe. Donc ça, c'est pour dire que Wagner est bien présent en Ukraine. Hein. Il n'a pas quitté le territoire ukrainien, tout du moins en totalité. Évidemment, il y en a beaucoup qui sont partis ailleurs, principalement en Afrique. Mais voilà, il y en a quand même aussi beaucoup qui sont restés en Ukraine. Alors, autre information intéressante, on a le Daily Telegraph en anglais. Que dit-il? Une explosion secoue une usine de chars russe. Une explosion inexpliquée a secoué une usine de chars russes produisant des moteurs et de l'artillerie pour la guerre en Ukraine. Des images montrent une boule de feu engloutissant l'usine de tracteurs de Chelyabinsk dans la ville industrielle de Chelyabinsk près de la frontière avec le Kazakhstan dimanche soir. Des camions de pompiers ont été photographiés à proximité de l'usine alors que la fumée s'échappait dans la nuit et que les pompiers ont aspergé l'usine d'eau. Les responsables russes ont déclaré que l'énorme incendie avait été provoqué par l'explosion d'un transformateur à huile. L'Ukraine n'a pas fait de commentaires, mais si elle en était responsable, il s'agirait de sa plus grande attaque derrière les lignes ennemies de la guerre jusqu'à présent. Bref, voilà. Donc les Russes disent qu'une explosion a déclenché par un court-circuit. Voilà. Donc l'usine de Chelyabinsk est sous le coup des sanctions de l'Ukraine et des États-Unis en tant qu'entreprise spécialisée dans la production de moteurs diesel pour les équipements militaires. Elle produit des moteurs pour les chars T-72 et T-90. Donc voilà, c'était une information à dire. Donc évidemment, si c'est un coup de l'Ukraine, ils ont bien joué, ils ont réussi leur coup. Sinon, c'est un accident. Bon, il y a de fortes chances, ce n'est que mon avis, que ça soit un coup des Ukrainiens, un sabotage. Il y en a eu beaucoup en Russie, par exemple des stations essence qui ont explosé de manière inexpliquée. Je pense que c'est un sabotage ukrainien. Donc évidemment, des usines de moteurs en Russie, militaires j'entends. Il y en a beaucoup. Maintenant, les Russes disent que c'est une usine de moteurs de tracteurs à Chelyabinsk. Les médias ukrainiens et certainement occidentaux disent que c'est pour fabriquer des moteurs de chars. Évidemment, qui croire. Bref, passons à un autre article. On a le Daily Telegraph qui dit au 27 novembre « Des chars américains Abrams déployés sur la ligne de front ukrainienne. L'arrivée de véhicules blindés intervient dans un contexte de reprise de l'offensive russe. » Donc là, on confirme qu'il y a bien une reprise de l'offensive russe. Et là, que lit-on? Les chars américains Abrams ont finalement été déployés en Ukraine alors que Kiev est contrainte de se mettre sur la défensive à l'approche de l'hiver. Vous notez? Donc, contrainte de se mettre sur la défensive. Ça confirme ce que je vous disais concernant Zelensky, qui veut fortifier. Je vais pas tout lire, je vais pas tout lire, mais je ne résiste pas à vous lire juste ce paragraphe. Cet automne, l'Ukraine a pris livraison de ses chars considérés comme un atout qui leur offrira davantage de protection et de puissance de feu au combat.
les États-Unis ont affirmé qu'ils étaient les meilleurs au monde et qu'ils feraient la différence. Alors cette assertion est complètement ridicule, surtout que bon, les filtres à air, un exemple hein, comme ça, hein, les filtres à air du char M1A1 doivent être changés 2 fois par jour dans le cadre d'une utilisation intensive du char pendant une journée. Je vous rappelle aussi que le char consomme entre 400 litres et 800 litres au 100 km environ, hein, suivant l'utilisation qu'on en fait. Donc c'est un gouffre incroyable pour l'essence et il faut changer le filtre à air 2 fois par jour. Donc au niveau logistique, ce char est impossible à utiliser. Quoi, pas pour une guerre conventionnelle. Il pourrait être acceptable pour une escarmouche ou pour une mission très précise, mais pas pour une guerre conventionnelle. Donc le fait qu'ils aient livré ces 31 chars, à mon avis, les Ukrainiens, ils vont pas les utiliser beaucoup. Hein. Voilà, donc on les a vus sur Kupiansk, d'après ce que disent les Russes. Maintenant, à mon avis, les Ukrainiens, ils vont pas vraiment les utiliser, puisqu'au niveau logistique, c'est pas possible, quoi. Pas dans une guerre comme les Ukrainiens la connaissent dans leur pays, c'est pas jouable. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les tanks. On va passer à un autre article. Donc là, c'est une nouvelle qui date d'hier. C'est le SBU fait exploser un autre train dans l'extrême-orient russe. Alors là, c'est un coup d'éclat ukrainien fait par le SBU. Donc là, ça a été dévoilé par The Kyiv Independent, donc un des grands journaux ukrainiens. Et donc là, ça a été un coup fait par les Ukrainiens qui quand même fait mal à la Russie. Hein. Donc je vous lis et puis je vais vous commenter après. Le service de sécurité ukrainien a fait exploser un autre train sur une ligne ferroviaire clé de la République russe de Bouriatie à l'extrême est de la Russie, a rapporté Ukrainska Pravda le 1er décembre citant une source de service de sécurité. Il s'agira apparemment de la deuxième étape de l'opération du SBU visant à désactiver la ligne ferroviaire Baïkal-Amour. Amour, c'est le fleuve Amour. Hein. Cet itinéraire ferroviaire clé crucial pour la logistique militaire russe passe au nord du transsibérien et fait partie d'un réseau de voies reliant la Russie à la Chine. Auparavant, Ukrainska Pravda avait fait état d'une explosion prétendument orchestrée par le SBU dans la nuit du 29 et 30 novembre dans le tunnel de Severomouski, le plus long tunnel ferroviaire de Russie à près de 5000 km de l'Ukraine. 4 explosifs auraient explosé dans le tunnel alors qu'un train de marchandises le traversait. En raison de l'explosion, les trains russes ont dû emprunter un itinéraire alternatif passant par le pont du Diable, haut de 35 mètres, a indiqué la source Ukrainska Pravda. Des explosifs placés sur le pont auraient explosé au même moment où un train de carburant passait dessus. Les services spéciaux russes devraient s'habituer au fait que nos gens sont partout, même dans la lointaine Bouriatie, a déclaré la source à Ukrainska Pravda. Donc 2 explosions, 2 attentats très rapprochés dans le temps. C'est un coup dur pour la Russie parce que c'est une ligne ferroviaire effectivement très importante qui passe à proximité de la Corée du Nord et la Chine, bien évidemment. Et donc c'était une ligne importante pour la logistique russe. Donc ça fait un coup important. Pour moi, à ma connaissance, c'est le 3e grand coup d'éclat des Ukrainiens depuis le début de la guerre. Pourquoi je dis le 3e? Le premier, c'était le seul navire d'importance, on va dire quasiment détruit, coulé, je ne sais pas comment on peut l'appeler, par les Ukrainiens, c'était le Moskva, avec l'aide des Américains et des Anglais, puisque le Moskva a été détruit par 2 missiles Neptune anglais.
Bon, bref, les Ukrainiens avaient fait ce premier coup d'éclat. L'autre deuxième coup d'éclat, c'était un énorme entrepôt de munitions en Crimée qu'ils avaient fait sauter. Donc ça, c'était une de leurs grandes réussites. Et enfin, celui-là. Alors, évidemment, celui-là, c'est le moins important des trois. Évidemment, entre un navire amiral et un énorme dépôt de munitions, et ça, bah, c'est celui-là le moins important. Mais il est quand même dommageable. Il est quand même dommageable. Alors évidemment, les Russes vont tout réparer. Ça reste une ligne de voie ferrée. Ça reste quelques trains. Allez, ça va mettre quelques semaines, peut-être deux semaines à peu près, puisque la force de logistique russe est absolument une des meilleures du monde de très loin. Les seuls équivalents en puissance logistique de réparation d'infrastructures, les seuls à pouvoir rivaliser, c'est les Chinois. Donc, parce que les Russes ont la technologie. Ils ont la technologie de réparation d'infrastructures qui est hautement avancée et ils ont les hommes, le nombre d'hommes et ils ont aussi, à ne pas négliger, la compétence des hommes. Ça à ne pas négliger. Donc, et surtout que là, ils sont en mode guerre. Donc tout va évidemment plus vite dans ces cas-là. Donc ça va être réparé, selon moi, comme ça, je dirais environ 2 semaines. Et puis voilà, c'est comme quand le pont de Kerch avait été attaqué par un missile ukrainien. Ça a duré quelques semaines, la réparation. C'est évidemment beaucoup plus délicat de réparer un pont que, voilà, que de réparer des voies en pleine terre, bien évidemment. Surtout que, évidemment, les Russes, comme dans tous les pays civilisés, ont des locomotives de réparation automatique de voies ferrées. Voilà. Alors, bien évidemment, ça va être très vite remis sur pied. Mais c'est quand même un coup dur et qui montre aux Russes bah, qu'effectivement le SBU peut attaquer partout et agir comme les parfaits terroristes qu'ils sont. Car oui, le gouvernement ukrainien, depuis le début, est très fort pour agir comme un État terroriste, mais par contre, pour agir comme un État digne de ce nom, avec l'honneur et la dignité, ça, il n'y a plus personne. Je ne vais pas vous refaire la liste de tout ce qu'ils ont fait de terrorisme, les Ukrainiens en Russie. La liste serait un peu longue. Juste souvenez-vous du meurtre odieux de Daria Dugina et de cet homme russe dans un bar. Voilà, donc qui a blessé d'ailleurs 35 autres personnes, hein. Voilà, je tenais à le souligner. C'est typique de l'Ukraine. Comme ils perdent sur le champ de bataille, bah, ils essayent de faire des coups d'éclat terroristes. Je rappelle aussi, juste comme ça, un autre fait. La seule entité qui fait ce genre de truc, c'était les terroristes djihadistes, hein, donc les islamistes radicaux, que ça soit en Europe ou aux États-Unis, surtout en Europe. Il n'y avait que eux qui faisaient ça au monde, hein. Voilà. Et ben voilà, maintenant il y a l'Ukraine. Voilà, parce que l'Ukraine, il n'y a que comme ça qui savent se battre. D'un autre côté aussi, c'est typique du gouvernement néo-nazi, puisque ça a été la force du bataillon Azov, du secteur droit, c'est-à-dire private sector, et de la faction Bandera depuis toujours. Eux, ils ont toujours fait des attentats terroristes en Ukraine pendant des années, des années et des années. C'est leur spécialité. Ben, on voit qui dirige vraiment Kiev. Encore une fois, c'est une énième preuve. Bon, allez, j'arrête là parce que sinon je vais être trop long sur cet article. Bon, passons. Au 27 novembre, un article de Reuters qui a été repris par US News, le leader tchétchène se dit prêt à envoyer 3000 combattants supplémentaires en Ukraine. Alors là, très vite, faut savoir qu'au début de la guerre, donc Ramzan Kadyrov, c'est lui, qui a envoyé 26 000 combattants tchétchènes en Ukraine. Alors, est-ce que ça se rajoute, c'est-à-dire que ça ferait 29 000? Est-ce qu'il y a des milliers de combattants tchétchènes qui sont quand même retournés entre-temps en Tchétchénie?
Est-ce qu'il y a un turnover exactement comme en Russie, comme avec la Russie? Je ne sais pas. Voilà, c'est lancé comme ça. Je vous donne l'information. On passe à un autre article. Là, on a The Guardian. Que dit The Guardian? L'Ukraine va modifier sa politique de conscription pour maintenir sa capacité de combat. Les changements incluront le recours à des sociétés de recrutement commercial pour effectuer une conscription plus ciblée selon des responsables. Alors, on va pas tout lire parce que c'est trop long. Juste ça, le gouvernement ukrainien envisage de modifier ses pratiques de conscription afin de maintenir sa capacité de combat après près de 2 ans de guerre totale avec la Russie. Les changements qui devraient être annoncés cette semaine incluront le recours à des sociétés de recrutement commercial pour effectuer une conscription plus ciblée et rassurer les conscrits sur le fait qu'ils seront déployés dans des rôles correspondant à leurs compétences et non simplement envoyés au front, selon un responsable officiel. Certaines personnes ont peur de mourir, peur de tirer, mais cela ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas être impliquées dans d'autres activités. Nous avons maintenant un nouveau ministre avec une nouvelle approche, a déclaré Oleksiy Danilov, secrétaire à la sécurité de l'Ukraine. Alors là, c'est vraiment très drôle. Parce que ça paraît rien comme ça, anodin, mais ce qu'il dit confirme ce que je vous dis depuis près d'1 an. C'est-à-dire que le recrutement est tellement catastrophique en Ukraine, et quand même avec un aveu terrible. C'est-à-dire ils sont obligés de faire appel à des sociétés de recrutement commercial pour mieux cibler, parce que nous, il dit, alors lui, Danilov, donc le secrétaire à la sécurité de l'Ukraine, il est en train d'avouer très naturellement que bien normalement, depuis des mois, depuis plus d'1 an en gros, ils prennent des gens comme ça, ils les forment à peine, et hop, ils sont envoyés sur le front. Voilà. Et on discute pas, ils sont pris comme ça. Alors vous allez voir, je vais vous faire le lien avec une vidéo d'LCI qui est très intéressante. Je vous ferai le commentaire après cette vidéo, vous allez voir. En Ukraine, on sait que la contestation des femmes autour de la guerre est réelle en Russie. On en a souvent parlé. On sait d'ailleurs qu'elle fait peur au Kremlin. Eh bien, elle est aussi et peut-être mieux exprimée, puisque pas réprimée, en Ukraine. Magali, c'est un phénomène qu'on avait déjà constaté, on en avait déjà parlé, mais qui se poursuit. Est-ce que ça prend de l'ampleur? Oui, tout à fait, ça prend de l'ampleur. Le mouvement est en train de se structurer avec une lettre qui a d'ores et déjà été envoyée au président Volodymyr Zelensky et une pétition qui recueille à ce jour 25 000 signatures. On ne devrait pas voir ça en Ukraine, hein. On le rappelle, on est sous la loi martiale qui interdit toute manifestation publique, mais ce sont des femmes, là, ce sont des mères de famille qui manifestent et elles n'ont jamais été inquiétées. Alors, elles ne protestent pas contre la guerre, non, elles protestent pour que leurs hommes reviennent, pour qu'en fait, il y ait un turnover sur le front. Écoutez. Nous exigeons que la durée de la peine que doivent purger les hommes mobilisés soit clairement définie. Nous espérons que nous serons entendus. Nous respectons notre gouvernement. Nous savons tout ce qu'il fait pour notre pays. Tous nos défenseurs le font. Mais ils ont le droit de se reposer et c'est pourquoi nous sommes ici. Et l'une d'entre elles a accepté de répondre aux questions d'un journaliste de Reuters. Elle a accueilli l'équipe chez elle, on va le voir. Son mari s'est engagé au tout premier jour de la guerre, c'était en mars 2022. Alors, en fait, ça illustre pas mal de demandes d'autres femmes qui disent un peu la même chose. Il s'est engagé sur le front au tout premier jour de la guerre, c'était en mars 2022. Il est professeur d'université sans aucune expérience militaire. Ils ont 2 enfants. La plus jeune a 14 ans, l'autre s'est marié il y a quelques mois. Lui, à ce moment-là, il était à Bakhmout, évidemment, il n'a pas assisté à la cérémonie. Alors, il était volontaire, mais ça va faire quasiment 2 ans maintenant qu'il est sur le front. En tout et pour tout, il n'a eu que 25 jours de repos. Les familles ne comprennent pas pourquoi ce sont toujours les mêmes qui se battent. Vous devez comprendre que pendant que les hommes se battent, les enfants grandissent sans père. Nous ne voulons pas que la guerre se termine. Nous voulons que l'Ukraine gagne, mais pas uniquement avec les mêmes combattants. Voilà, ils étaient des dizaines de milliers d'Ukrainiens à se porter volontaires
au tout début de la guerre. On s'en souvient, avec des files d'attente devant les bureaux d'enrôlement. Aujourd'hui, ça ne se bouscule franchement pas au bureau militaire. Certains tentent même de fuir le pays, d'autres évitent de sortir dans la rue pour éviter justement d'être enrôlés. Tout ça, en fait, ce sont des signes d'un changement d'état d'esprit en Ukraine. Il y avait la confiance, il y avait l'exaltation, on en a beaucoup parlé, ça a duré plus d'1 an dans le pays. Et aujourd'hui, tous ces sentiments ont laissé la place au doute, à la lassitude et parfois même au découragement. Et voire à la critique. Merci beaucoup Magali. C'est vrai que l'engouement du début, on se souvient, il y avait trop de monde. Il y avait des gens qui nous disaient, moi j'ai voulu aller m'engager, puis on m'a dit, écoutez, on vous rappellera. Pour le moment, ça va, on a ce qu'il faut. C'est passé à la peur d'être appelé, effectivement. Donc là, je reviens sur l'article, mais vous avez quand même noté dans ce que disait LCI que il n'y a pas de rotation importante en Ukraine, hein, pour employer un euphémisme. C'est-à-dire que il y a des combattants qui combattent depuis plus d'1 an et demi. Bah oui, parce que ça démontre encore une fois le manque de personnel, le problème de recrutement ukrainien que je vous dis depuis des mois et des mois. Tout se confirme. La personne a dit très vite, la personne d'LCI a dit très vite que les gens n'osent pas aller dans la rue, quoi. Les hommes aptes à combattre parce qu'ils ont peur d'être enrôlés de force. Donc ce qui prouve qu'il y a bien des gens qui se font kidnapper dans la rue. De toute façon, il y a tellement de vidéos Telegram qui peuvent même pas cacher ce fait-là. Et ça a été admis qu'au bout de 2 semaines, 3 semaines maximum de formation, ils s'envoyaient sur le front. Sans compter des personnes très jeunes, quelquefois. Donc vous voyez un peu l'état absolument catastrophique de l'Ukraine, qui est obligé de faire appel maintenant à un recrutement de sociétés spécifiques commerciales. Donc ça va encore coûter de l'argent, bien évidemment, mais c'est avec vos impôts, donc vous inquiétez pas. L'Ukraine ne manquera jamais d'argent pour ça. Bref, donc tout ça pour vous dire que vraiment ça part complètement en vrille et que là, il se raccroche avec les ongles au bord de la falaise. Ça devient du grand n'importe quoi. Allez, on passe à un autre article. Alors là, dans cet article, j'ai repris celui de Simply Curious the Thinker, qui est une source vraiment excellente concernant l'Ukraine. Et là, que dit-il? L'un des problèmes majeurs est que les rapports reçus de plusieurs districts continuent de corroborer que les chiffres de mobilisation précédents ont été absolument désastreux. Premièrement, le commissaire en chef de la région de Soumy, ça c'est dans le nord, a indiqué qu'au cours des 3 derniers mois, ils n'ont atteint que 8% de leur quota de mobilisation. 8% du quota de mobilisation. Donc là, vous avez le... Là, c'est le commandant. Bon, là, c'est la cité de Soumy a échoué pour fournir les ressources de la mobilisation pour les forces armées. Là, c'est pour protéger le pays. Seulement 8% des recrues ont pu être recrutés. Pensez à cela, dit-il. Au total, seulement 8% de l'objectif a été atteint. De personnes fiables pour l'armée. Les entreprises, les institutions qui ont eu la tâche de faire la mobilisation n'ont pas réussi à atteindre le quota. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est pour la région de Soumy. Et là, que rajoute-t-il? Et comme si cela ne suffisait pas, Bloomberg a écrit que la région de Poltava a également signalé un maigre remplissage de 10% de ses quotas pour la même période. C'est-à-dire au même moment. Donc, région de Soumy, de Poltava. Alors, l'agence note que, par exemple, à Poltava seulement, la campagne de conscription à la fin de l'année
n'a été mise en œuvre qu'à hauteur de 10% du plan. Mais il y a aussi des nouvelles de la région d'Odessa, ça c'est le sud, qui ont également rapporté un maigre 10 à 15% des quotas. Donc, que dit-il, Simplicus the Thinker? Il dit « Cela nous donne une base de référence approximative de plusieurs grandes régions rapportant des chiffres similaires qui peuvent être extrapolés à l'ensemble de l'expérience. » Alors bon, c'est la traduction en anglais. Hein. Ça peut être extrapolé à l'entièreté de l'Ukraine, en gros. Donc là, vous voyez, Odessa, le sud, ils ont réussi qu'à 10 à 15% de recrutement par rapport à l'objectif. Région de Poltava, 10%, Soumy, 8%. 8% pour Soumy. Donc vous voyez, ça, alors pourquoi on a pris Odessa, Poltava et Soumy? C'est qu'en gros, c'est sud, milieu et nord. Hein. Donc ça donne une indication comme quoi la conscription est catastrophique. Il n'y a pas d'autres mots. Hein. Il n'y a pas d'autres mots. Les Ukrainiens eux-mêmes le disent. Bon, voilà. Donc ça, c'est le chef de la mobilisation pour l'Ukraine. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la mobilisation ici. Alors là, c'est un article très intéressant du Nachdenkseiten. C'est un grand journal allemand à propos du général Kujat. Et vous allez voir, 14 novembre, vous allez voir ça, c'est vraiment très 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 intéressant. Dans une récente interview, Harald Kujat, ancien inspecteur général de la Bundeswehr et ancien président du comité militaire de l'OTAN, adopte une position ferme à l'égard de la politique occidentale dans le conflit ukrainien. Ces critiques visent particulièrement la politique allemande. Selon lui, la guerre en Ukraine aurait pu être évitée et prendre fin rapidement après son déclenchement. Là, il dit, il y a ceux qui veulent la guerre, il y en a d'autres qui ne veulent pas l'empêcher, et il y a ceux qui ne peuvent empêcher la guerre. Vous pouvez désormais choisir qui appartient à quelle catégorie. C'est profond comme phrase. Je continue. C'est ainsi que résume l'ancien président du comité militaire de l'OTAN, général à la retraite, Harald Kujat, dans une interview publiée le 5 novembre sur le portail spécialisé en analyse du capital financier, a expliqué pourquoi la guerre en Ukraine continue malgré d'énormes pertes. Tiens. Kujat était entre autres inspecteur général de la Bundeswehr. Son interlocuteur Philippe Hopf, co-directeur général du HKCM, souligne les reportages devenus unilatéraux ces dernières années et les réactions souvent sensibles lorsqu'une voix contraire apparaît. Donc vous voyez que cet homme-là, Philippe Hopf, co-directeur général du HKCM, souligne les reportages devenus unilatéraux ces dernières années. Vous voyez ce que ça veut dire, hein? Vous avez compris, reportages devenus unilatéraux. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul son de cloche. En gros, une propagande. Et tous ceux qui disent autrement que la propagande, eh bien là, ça devient sensible, comme il dit. Vous voyez? Il critique les hommes politiques, citation entre guillemets, qui avaient l'air de défendre la paix et qui sont désormais pleinement engagés dans l'escalade, alors qu'en même temps, ils n'ont pas la connaissance de base nécessaire pour pouvoir même évaluer ce que cela signifie réellement. Là, il est en train de dire qu'on a des gens, des hommes politiques qui veulent la paix, mais qui sont à plein pour la guerre. Ils sont à plein pour la guerre, alors que ces gens-là sont complètement incompétents et ignorants. Et c'est ces gens-là qui nous dirigent et qui décident qu'on va aller en guerre. Vous voyez? Le fanatisme au lieu de la politique. Kujat, ancien militaire, le plus haut gradé d'Allemagne, voit le problème comme, entre guillemets, qu'il y a des gens en politique qui poursuivent cette politique depuis le dernier changement de gouvernement en raison d'un manque de compétences, mais aussi par ignorance. Il n'a pas été surpris par les réactions et les attitudes d'une partie de la politique et de la société face à la guerre en Ukraine. Cette évolution l'a plutôt déçu. Citation. Surtout le fanatisme avec lequel cette politique est menée,
avec des œillères, sans regarder à gauche et à droite. Selon lui, cette politique ne se soucie pas du bien-être de son propre peuple et ignore les conséquences qu'elle entraîne pour le peuple ukrainien qui souffre de cette guerre. Tout cela est masqué par la phrase « L'Ukraine doit gagner ». Ce n'est pas de la politique, c'est du fanatisme. C'est une bonne analyse, hein. Voilà. Tout peut passer en politique parce que l'Ukraine doit gagner, vous comprenez? Donc on peut faire exploser les Nord Stream, on peut créer une crise énergétique en Europe. C'est pas un problème puisque l'Ukraine doit gagner. Vous voyez? Selon l'ex-général, cela jetterait par-dessus bord tout ce que nous avons appris de notre histoire et que nous avons appliqué de cette expérience dans notre politique étrangère et de sécurité au cours des dernières décennies. Cette politique est irresponsable, dit Koujat. Il est convaincu que la guerre en Ukraine aurait pu être évitée. Il rappelle le document très massif et très exigeant du gouvernement russe aux États-Unis et à l'OTAN le 17 décembre 2021. L'objectif était essentiellement de faire face à des évolutions qui, du point de vue russe, menaçaient la paix. Selon Kujat, l'Occident et certains pays de l'OTAN n'étaient pas prêts à en parler. Si vous aviez fait cela, vous auriez au moins tenté d'empêcher la guerre. Même cela n'a pas été fait avec le sérieux nécessaire, critique-t-il. Alors je ne vais pas tout lire parce que c'est vraiment trop long. Je vais juste m'arrêter à ce dernier paragraphe. La guerre aurait pu se terminer au bout de 6 bonnes semaines, explique Kujat, en soulignant les négociations engagées par le président turc début avril 2022 qui ont abouti à un très bon résultat. Cependant, le contrat n'a pas été signé en raison des pressions occidentales. Cela a été l'origine de tous les événements, les nombreux morts du côté ukrainien, mais aussi la destruction du pays, explique Kujat, qui a également été président de la commission OTAN-Ukraine pendant son service. Vous imaginez, ce gars-là, c'est un des plus compétents du monde concernant l'Allemagne, la Russie et l'Ukraine. Vous avez vu. Voilà son analyse. Et son analyse, voilà, ce n'est pas de la politique, mais du fanatisme. Voilà. Et ça vient d'un journal allemand. Hein. Voilà. Bon, je vous l'ai traduit avec Google, mais vous voyez donc cet article était vraiment important à mes yeux. Autre chose. Alors là, on a un article très intéressant du Moscow Times, donc qui a été publié par MSN, mais qui vient du Moscow Times. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Moscow Times, c'est un journal occidental qui a été créé par un Néerlandais en 92. Donc voilà, c'est un journal d'opposition anglais en Russie. Alors vous allez me dire comment c'est possible. La Russie, c'est une vraie démocratie. Voilà, il y a des vrais journaux d'opposition, contrairement à la France, contrairement à la plupart des pays occidentaux d'ailleurs. Voilà, en Russie, il y a un vrai journal d'opposition. Et effectivement, quand vous lisez le Moscow Times, qui est en anglais, hein, je le rappelle, eh bien vous avez l'impression de lire la BBC. Hein. Donc c'est propagande occidentale à fond, etc. Mais c'est en Russie depuis 1992. Pourtant c'est fou, nous, nos médias occidentaux nous disent que la Russie, c'est pas un pays démocratique, c'est une pure dictature comme la Corée du Nord. Mais moi je comprends pas parce que quand je lis le Moscow Times, j'ai l'impression de lire la BBC, c'est une propagande occidentale à fond. Et pourtant, voilà, c'est en Russie. Alors, faut m'expliquer, parce que moi, je ne connais aucun journal d'opposition en France. Si vous en connaissez un, bon, je parle de grands journaux. Hein. En France, il y a par exemple Rivarol, mais bon, c'est clandestin presque comme journal. Mais sinon, voilà, Moscow Times, énorme journal en Russie. Et un journal d'opposition. Ça n'existe pas, à ma connaissance, en Europe. Je parle en Europe des pays vraiment occidentaux. Hein. Je mets de côté la Hongrie, la Serbie, bien évidemment.
Bon, à part la Hongrie et la Serbie, il n'y a pas de journaux vraiment d'opposition. Bon voilà, j'ai fait une longue digression, pardonnez-moi. Mais bon, vous en connaissez plus maintenant sur Moscow Times. Que dit Moscow Times? Shoigu déclare que 125 000 soldats ukrainiens ont été tués lors de la contre-offensive du 4 juin, hein, bien sûr. Alors que lit-on? Le ministre russe de la Défense Sergei Shoigu a déclaré vendredi que l'Ukraine avait perdu plus de 125 000 soldats depuis le lancement de la contre-offensive en juin, le 4 juin donc, ainsi que 16 000 unités d'armes diverses. Alors c'est systèmes antiaériens, véhicules d'infanterie blindés, chars, etc. La mobilisation totale en Ukraine, la fourniture d'armes occidentales et l'introduction des réserves stratégiques du commandement ukrainien dans la bataille n'ont pas modifié la situation sur le champ de bataille, a déclaré Shoigu lors d'un point presse. Nos militaires agissent de manière compétente et décisive, occupant des positions plus avantageuses et élargissant les zones sous leur contrôle dans toutes les directions, a-t-il ajouté. Le ministre russe de la Défense n'a pas révélé les pertes de Moscou au cours de la même période de 6 mois, au cours de laquelle Kiev a mené une contre-offensive ambitieuse qui, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, n'a pas produit les résultats escomptés, en raison du manque d'armes et de forces terrestres. Selon le journal indépendant Mediazona, le bilan véritable, alors Mediazona en concert avec la BBC, mais c'est Mediazona principalement effectivement qui a travaillé. Le bilan vérifiable des militaires russes en Ukraine s'élève désormais à plus de 37 000 personnes. Voilà, Mediazona, journal indépendant, reconnu internationalement comme indépendant et pas du tout sous le contrôle du Kremlin, même LCI le reconnaît. Voilà, 37 000 personnes. Alors, ça c'est ce qu'ils ont pu trouver, je vous en ai déjà parlé, dans les morgues russes, dans les cimetières russes, d'après les journaux des cimetières des morgues russes et les morts publiés par le ministère de la Défense russe. Mais bon, en réalité, pour être plus proche de la réalité, le nombre de morts russes, d'après tout ce que j'ai lu, et je vous l'ai déjà dit dans un point sur l'Ukraine, c'est entre 45 000 et au maximum 50 000 morts. Voilà, côté russe. Voilà, eux ils disent 37 000, mais c'est sous-estimé là. Pour le coup, là c'est l'inverse. 45 000, 50 000 vraiment en comptant les disparus, ceux qu'on fuit, etc. pour moi. Enfin, bref, Shoigu a également noté que les forces armées russes avaient progressé sur la ligne de front en Ukraine. Nous continuerons à mener une défense active et à accroître le potentiel de combat des forces armées. Ah, vous voyez, il a employé la défense active, hein, donc c'est reconnu officiellement par les Russes. Hein. La défense active. Je vous l'ai expliqué en début de vidéo, c'est-à-dire ils avancent, ils consolident, ils avancent, ils consolident. C'est ça la défense active. Plus tôt cette semaine, Kiev a déclaré que les forces russes avaient considérablement augmenté leurs opérations dans l'est de l'Ukraine, mais que leurs forces tenaient bon, bah, évidemment. Voilà. Les combats sont restés intenses dans la ville industrielle d'Avdiivka. Ça, on en parle tout le temps. Et vous voyez que dans les médias, même The Moscow Times, qui est un média occidental, on ne parle que d'Avdiivka, évidemment, qui constitue le dernier point chaud majeur de l'Ukraine. Ça, c'est très important comme phrase. Ça paraît rien, mais ça en dit beaucoup. Si vous me suivez assidûment, vous avez noté que souvent, je vous disais qu'Avdiivka, c'était la dernière grande forteresse russe, ukrainienne, pardon, et que si Avdiivka tombait, c'est tout qui tombait. Je vous l'ai dit plein de fois. Ben, vous voyez, qui constitue le dernier point chaud majeur de la guerre. Quand Avdiivka tombera, à mon avis, tout tombera comme un château de cartes. La Russie a lancé une nouvelle tentative de capture de la ville ravagée par la guerre en octobre, et les analystes suggèrent que les forces de Moscou ont réalisé des progrès progressifs. J'adore. Alors, en gros, ça veut dire qu'ils ont réalisé des avancées incrémentales, bien qu'au prix d'un énorme coût humain.
Alors, contradiction, énorme coût humain, mais Mediazona, 37 000, même s'il faut rajouter, à mon avis, au moins 10 000 personnes. Vous voyez? Bref, c'était quand même, fallait quand même montrer cet article qui en dit long quand même. Hein. Là, ça vient d'un journal ukrainien qui s'appelle Strana. Strana, c'est du russe qui veut dire pays. Donc, qu'est-ce qu'on... Alors, UA, c'est Ukraine, hein, bien sûr. Ukrainska, qui veut dire Ukraine. Là, que lit-on? Zaloujny n'a pas fourni de plan pour la guerre de 2024 et doit partir. Député du peuple, du serviteur du peuple. Traduction Google, donc c'est pas très élégant comme traduction. Mais bon, ça date du 26 novembre. C'est une députée qui est très connue en Ukraine parce qu'elle a une forte personnalité et elle est populaire. Et elle est vue comme, maintenant, elle est vue comme dangereuse. Hein. Yuri Ignat, qui est le porte-parole de l'armée de l'air ukrainien, comment dire, l'a fait mal voir dans les journaux en disant qu'elle ne devrait pas faire ça. Alors, il n'a pas dit que c'était une traîtresse de l'État, mais franchement, il n'en était pas loin. C'est pour vous dire que vraiment, ce qu'elle a dit, ça passe pas. Hein. Donc, le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Valery Zaloujny, n'a pas de plan de guerre pour 2024 et doit donc démissionner. C'est ce qu'a déclaré la chef adjointe de la commission de la Verkhovna Rada pour la sécurité nationale et la défense, députée du peuple de la servante du peuple, Mariana Bazglaya, sur sa page Facebook faisant référence à une discussion non publique avec l'armée. Oui, le commandant en chef des forces armées ukrainiennes n'a pas été en mesure de fournir un plan pour 2024. Alors là, soyez attentifs. Ni grand, ni petit, ni asymétrique, ni symétrique, l'armée a simplement dit qu'elle devait retirer au moins 20 000 citoyens par mois. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Parce que ça a été repris dans aussi le journal Ukrainska Pravda. Quand moi j'ai lu l'autre article et que j'ai eu sur les 20 000 citoyens par mois retirés, c'était un article plus complet au sujet de ça. Et elle a rebondi dessus. Donc parce qu'en fait, l'article de Ukrainska Pravda qui donnait le cap pour 2024, c'était de la langue de bois. En gros, ça disait on ne sait pas ce qu'on va faire puisqu'on ne sait pas ce qui va arriver. C'était en gros ce que Zaloujny disait hein, dans Ukrainska Pravda. Et elle a rebondi. Mais il y avait une chose qu'elle a quand même notée et là qu'elle dit. L'armée a simplement dit qu'elle devait retirer au moins 20 000 citoyens par mois. Alors là, sous-entendu, la seule chose de concrète que l'article de Zaloujny avait dit pour 2024, c'est qu'il y a en gros 20 000 citoyens qui meurent, donc c'est des soldats qui meurent par mois, et qu'il fallait les remplacer par du recrutement. Vous voyez? Et on en revient toujours au même problème. Souvenez-vous les deux articles précédents concernant le recrutement. Donc en gros, cet article disait comme on perd environ 20 000 soldats par mois, eh bien, environ, bien sûr, et ça c'est Zaloujny qui le dit. Attention, hein. Eh bien, il faudrait qu'on recrute, faudrait qu'on arrive à recruter 20 000 citoyens par mois. Voilà. Et elle a rebondi dessus. Voilà. Le problème s'est aggravé au cours de l'été, tant lors des réunions au siège qu'au Parlement de la planification du budget 2024. Cette discussion n'était pas publique. Alors évidemment, une discussion comme ça ne peut pas être publique. Mais la tension augmentait et maintenant la situation est telle que si les dirigeants militaires ne peuvent présenter aucune idée pour 2024 et que toutes leurs propositions de mobilisation se résument au fait qu'il faut plus de personnes à la moindre proposition de changement dans le système des forces armées ukrainiennes. Bref, ces dirigeants doivent partir. Pardonnez la traduction Google qui est vraiment aléatoire, va-t-on dire. Mais voilà donc, voilà.
Et ça, c'est cette Mariana Bezuglaya qui nous dit ça. Et c'est pour ça qu'elle est mal vue. Je crois qu'ils en parlent d'ailleurs. Quand on lit... je sais plus, je crois qu'ils en parlent. Le fait qu'elle soit mal vue. Non, ils n'en parlent pas. Bon, bref. Je passe à un autre article. Alors là, que lit-on dans Strategic Culture Foundation? C'est payant d'être ami avec Zelensky. Commander yacht de 75 millions de dollars révèle l'immense et soudaine richesse du cercle restreint du dirigeant ukrainien. Alors, au milieu d'une guerre brutale, l'extravagance et les intrigues par procuration suscitent l'indignation mondiale. Bon, on va pas tout lire, juste ça, et je vais vous montrer donc la preuve qui a été mise, et je vais vous en parler vite fait. Au cœur de l'Europe de l'Est, où le tumulte de la guerre se heurte à l'attrait du soutien occidental, un scandale sismique se déroule, jetant une longue ombre sur les dirigeants ukrainiens. Le président Volodymyr Zelensky, autrefois considéré comme une lueur d'espoir contre la corruption, et aussi le nouveau Churchill, Boris Johnson l'a nommé le nouveau Winston Churchill, est désormais pris au piège dans un scandale impliquant l'achat présumé de 2 yachts de luxe, le Lucky Me et le My Legacy, d'une valeur totale de 75 millions de dollars. Ces dépenses somptueuses, facilitées dans le contexte opulent d'Abu Dhabi et d'Antibes, contrastent fortement avec la terrible réalité de la guerre en Ukraine et soulèvent des questions accablantes sur l'intégrité et la responsabilité pénale de ces dirigeants dans un contexte de forte dépendance à l'égard de l'aide occidentale. Ça veut dire que, traduction, ça veut dire que Zelensky, comme je vous le dis depuis des mois, tout se confirme à chaque fois, parce qu'évidemment, il n'y a pas de fumée sans feu. N'oublions pas qu'il était au centre des Pandora Papers, Zelensky. Eh bien, voilà, il se sert. Il se sert, tout simplement. Je ne vais pas tout vous lire, mais je vais vous montrer une vidéo. Je tiens à préciser que cette vidéo-là a été très difficile à retrouver, parce que je la connaissais depuis un moment déjà, elle date pas d'hier, cette vidéo. Sauf que cette vidéo, elle était sur YouTube et elle était supprimée par YouTube. Alors j'ai essayé de la chercher un peu partout ailleurs sur Internet et à chaque fois, c'était supprimé. Et par chance, à force de chercher, dans ce site Strategic Culture Foundation, ça c'est traduit de l'anglais évidemment, j'ai pu la retrouver ici, par chance. Alors évidemment, je vais vous la montrer. Alors dans format plein écran pour que vous voyez bien. Alors la présentation de cette vidéo, c'est le journaliste Shahzad Nassir, dans un exposé vidéo révélateur, a mis en lumière une facette scandaleuse de la corruption au sein des dirigeants ukrainiens au plus haut niveau. Donc je vais vous montrer cette vidéo. Hello guys, my name is Shahzad Nassir. I'm here to share an interesting discovery of mine. Okay, so this is Abu Dhabi, the capital of United Arab Emirates. And this is Abu Dhabi Marina. It has hundreds of yachts. Some of them belong to billionaires and royal families. But the yachts that I'm going to tell you about, they don't belong to a royal family member or a billionaire. Please meet Lucky Me, a 46-meter yacht built by Italian manufacturer Baglietto. According to this agreement, I have managed to acquire this vessel. Was purchased for almost $25 million by Boris Shifir on October 18, 2023. Boris Shifir has a brother, Sergei Shifir, who's according to this document acquired another even more impressive yacht, a 55-meter My Legacy yacht. It was built by Italian manufacturer Coda Casa. Here's a description that I found. The yacht with her foredecks features big windows which let the natural light into the interiors and make the exteriors elegant and eye-catching,
With her large spaces, she ensures the best comfort and privacy to owners and guests, both inside and outside. A big jacuzzi pool is placed on the sun deck together with a huge sunbathing area. And the yacht was purchased for almost $50 million a week later on October 25th, 2023. Now, here's where it gets interesting. Both Boris and Sergei are Ukrainian citizens. Both are close friends with the president of Ukraine. Both are Zelensky proxies. Here's the photo of Boris. Here's the photo of Sergei. And between them is Vladimir Zelensky, the president of Ukraine. According to Wikipedia, since May 25th, 2019, Sergei serves as the first assistant to the president of Ukraine. So why do I think that both of Shafir brothers are Zelensky proxies? In business terms, a proxy is an agent acting on behalf of another person. Generally, proxies are used to disguise a person's ownership of assets or mask their involvement in certain business dealings. A leaked documents in the Pandora Papers truth reveals that Zelensky owned a stake in a shell company registered in the British Virgin Islands, the company called Maltex. In March 2019, just a month before he was elected president, Zelensky he transferred his shares to Sergei Shafir. Also, according to my source, who's been physically present when the My Legacy yacht documents were signed. The yacht was referred to as Zelensky's yacht. So, yeah, it is obvious that a government employee like Sergei Shafir cannot afford to buy $50 million yacht. But it is possible for someone who's a close friend of the president of Ukraine. Over the last 2 years, US has directed more than $100 billion to Ukraine with virtually no oversight. So it won't be difficult for Zelensky to embezzle a chunk of this money and ask your trusted friend to buy a couple of luxury yachts and their names. So after all, he has to get something for himself, right? Alors ce genre d'article, on peut le trouver facilement. Le coût des 75 millions de dollars détournés, alors je dis détournés parce que ça vient de l'argent de l'Union européenne et des Américains, eh bien on le trouve, cette affaire-là, on la retrouve facilement sur Internet. La chose qu'on trouve difficilement, c'est la vidéo de là d'où part. Pourquoi YouTube l'a supprimée? Pourquoi j'ai eu tant de mal à trouver cette vidéo? Dans le sens où elle est sur les sites, quoi, tout du moins l'encart est sur entre les articles de ce que j'ai pu voir, mais c'est marqué la vidéo a été supprimée. Pourquoi j'ai eu tant de mal à trouver? Pas les articles, mais la vidéo. Pourquoi la vidéo a été supprimée dans énormément de sites sur Internet et dont YouTube? Pourquoi? À part si c'était la vérité. Parce que sinon, les instances état profond, entre guillemets, se seraient pas donné autant de mal à la supprimer partout. Presque partout. Vous voyez? Donc le fait qu'il soit donné autant de mal prouve déjà en soi, de facto, qu'elle est vraie, cette vidéo. Voilà, et on va passer au dernier article. Alors là, on passe à un article de The Economist, un des plus grands journaux du monde, comme New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, Bloomberg et autres. Quand je dis ça, hein, bien sûr, ça ne veut pas dire que ce sont les meilleurs du monde, très loin de là, mais comme ce sont de grands journaux de référence, de temps en temps, pour leur crédibilité, ils sont obligés de lancer quelques articles disant la vérité.
mais jamais la vérité entière, bien sûr, parce que là, sinon, il se ferait détruire par la CIA, bien évidemment. Alors, que lit-on? Poutine semble gagner la guerre en Ukraine pour l'instant. Alors, vous voyez, la preuve, ils sont obligés de rajouter pour l'instant. Dans le sens, alors pour The Economist, qui sait, dans un mois, dans 6 mois, peut-être que l'Ukraine peut gagner la guerre. Hein. Voilà, donc ils sont obligés d'ajouter pour l'instant. C'est ridicule, mais ils sont obligés. Bon, bref, ce qu'il faut comprendre, c'est Poutine semble gagner la guerre en Ukraine. Ils sont obligés d'admettre ça. Ils sont obligés d'admettre cela. Alors ça leur arrache le cœur, ça leur arrache la bouche de dire ça, hein, mais ils sont quand même obligés de l'admettre. Les faits sont là, hein, le mur de la réalité est là. Son plus grand atout est le manque de vision stratégique de l'Europe. Voilà. C'est son plus grand atout. C'est pas son complexe militaro-industriel ou la qualité de son armée. Non, 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 non. C'est son grand atout, c'est la faiblesse de l'Europe. Hein. Voilà. Bon, d'un autre côté, c'est pas faux non plus. Pour la première fois depuis que Vladimir Poutine envahit l'Ukraine le 24 février 2022, il semble pouvoir gagner. Ah ah! Le président russe a mis son pays sur le pied de guerre et renforcé son emprise sur le pouvoir. Il a acheté des fournitures militaires à l'étranger et contribue à retourner le Sud contre l'Amérique. Alors, quand il dit le Sud, là, je pense qu'il parle du Sud global. Surtout, il sape la conviction occidentale selon laquelle l'Ukraine peut et doit sortir de la guerre en tant que démocratie européenne prospère. Heureusement, le ridicule ne tue pas, hein, parce que là, The Economist serait mort plein de fois. Alors, la petite anecdote comme ça, The Economist, c'est le journal avec lequel Zaloujny, le commandant suprême des forces ukrainiennes, fait des interviews. C'est toujours avec The Economist. Bon, voilà. Alors maintenant, revenons à ça. Doit sortir de la guerre en tant que démocratie européenne prospère. Alors vraiment, c'est à mourir de rire. Chaque mot est grotesque. Alors, bon, déjà, selon laquelle l'Ukraine peut et doit sortir de la guerre. Alors, la conviction occidentale, c'est que l'Ukraine peut sortir de la guerre, mais si elle peut sortir de la guerre, ça veut dire qu'elle peut gagner. Et là, on en revient au pour l'instant. Vous voyez? Donc déjà, première assertion complètement ridicule. Ensuite, démocratie européenne. Prospère en plus, carrément, ouais, pourquoi pas. Alors démocratie, l'Ukraine n'est plus une démocratie depuis que Poroshenko et ensuite Zelensky ont été élus. C'est plus une démocratie. Plus du tout. Bon, bref, européenne. Pourquoi ils incluent l'Ukraine dans l'Europe? L'Ukraine n'a jamais fait partie de l'Europe, dans le sens l'Europe comme l'Italie, l'Espagne ou la France, vous voyez ce que je veux dire? Puisque l'Ukraine a toujours été un satellite de la Russie, tout du moins depuis 2014, jusqu'à 2014, pardon. Jusqu'à 2014, depuis le coup d'État américain à Kiev en 2014. Après, effectivement, on peut dire que c'est devenu un vassal de l'Europe, ça c'est sûr. Mais en plus, peut et doit sortir de la guerre en tant que démocratie européenne prospère, carrément prospère. C'est-à-dire, voilà, un pays où les gens sont bien, où l'économie est bonne, l'industrie est bonne, etc. Vous voyez le délire complet, et c'est un délire complet. Pourquoi je vous ai pris cet article? Parce que déjà, ils reconnaissent que Poutine, en gros, va gagner la guerre, même s'ils prennent des précautions journalistiques ridicules. Mais quand vous lisez ça, vous comprenez la mentalité occidentale de nos dirigeants. Je dis bien nos dirigeants, hein, bien sûr. Vous voyez? C'est-à-dire le grotesque, l'ignorance, l'incompétence, l'idéologie plus forte que la réalité. En gros, c'est le fanatisme dont parlait le plus grand général allemand, Kujat. Voilà, c'est le fanatisme dont Kujat parlait, quand je vous ai montré l'article. Et là, on a ce fanatisme.
C'est une idéologie, comme beaucoup d'autres idéologies européennes, qui confine à la religion. C'est-à-dire ça devient religieux, les croyances. Les croyances politiques deviennent des croyances religieuses. C'est une foi fanatique, oui, bah voilà, dans une idéologie. On n'est plus dans la raison, on est dans le fanatisme. Voilà. Et voilà, ça a été admis par le plus grand des généraux allemands. Et bien, oui, bon, bah évidemment, c'est ce que moi je pense depuis déjà bien des années. Ça fait une bonne quinzaine d'années que je le pense. Mais voilà. Et là, c'est bien montré. Bon, allez, j'arrête là pour les articles. On va passer à la conclusion. Alors, que peut-on dire en conclusion? Bah, les conclusions se suivent et se ressemblent. C'est toujours la même chose, à quelques détails près. Là, ce qui change, c'est que les Ukrainiens ont des problèmes de recrutement absolument terribles. Je vous ai pris 3 régions, une région du nord, du milieu et du sud de l'Ukraine, où on arrive à peu près à un taux de recrutement par rapport au taux de recrutement cible de 10%. C'est-à-dire qu'à la fin du recrutement, par rapport à un temps donné, qu'on donne aux recruteurs, et bien à la fin des fins, ils arrivent à 10% par rapport à ce que Zelensky demande. Exemple, Zelensky demandait il y a à peu près 3 mois 250 000 hommes, entre 200 000 et 250 000 nouvelles recrues. Au final, il en a environ qu'entre 20 000 et 25 000. C'est une pure catastrophe. C'est 1/10 des objectifs qu'a donné le gouvernement de Kiev. Donc c'est une véritable catastrophe. Et pourquoi il demande autant? Je vous rappelle les propos de la députée ukrainienne qui est très populaire en son pays et qui a révélé simplement ce que disait le général Zaloujny il y a quelque temps dans Ukrainska Pravda. C'est-à-dire qu'il y a environ 20 000 hommes de perdus, alors perdus, morts ou gravement blessés, par mois. Environ 20 000. Depuis le début de la guerre. C'est une moyenne, hein, bien évidemment. Donc ça a été révélé par cette députée ukrainienne, mais déjà par Ukrainska Pravda. Parce qu'évidemment, des propos comme ça sont pas donnés à l'international, bien évidemment. C'est trop grave comme information. Et pourtant, ça vient du général Zaloujny. Voilà. Donc là, le fait qu'elle dévoile ça, elle-même subit une énorme pression maintenant en son pays. Donc tout cela montre que l'Ukraine perd énormément d'hommes, ce qui est cohérent avec ce que tout le monde dit. Je parle des connaisseurs, comme Xavier Moreau ou le colonel McGregor, mais bien d'autres encore. Hein. Il n'y a pas que comme connaisseurs. Hein. Il y a aussi l'historien militaire français Sylvain Ferreira, qu'on voit sur TV Liberté, qui dit strictement la même chose, et bien d'autres encore, je ne vais pas tous les nommer. Bref, là, les derniers chiffres concernant les pertes ukrainiennes, c'est de 400 000 morts au minimum, plus 100 000 blessés graves. Donc ça fait 500 000 si on compte tous ceux qui ne peuvent plus se battre, soit parce qu'ils sont morts, soit parce qu'ils sont blessés graves. 500 000. Ce qui rejoint ce que disait le colonel McGregor, qui lui donne toujours des chiffres, on va dire, peut-être un petit peu exagérés. Mais il est toujours dans la bonne tendance, quoi. Ce qu'il dit, c'est toujours dans la bonne tendance, parce que lui, il a les infos directement du Pentagone. Bref, donc là, c'est une pure catastrophe. Alors, et puis, je vais vous répéter ce que je dis maintenant toutes les semaines, hein, et qui ne cesse de se révéler vrai. Les désertions massives, les soldats ukrainiens qui se rendent, le fait qu'il n'y ait pas le nombre d'obus demandé, et de très, très, très loin. J'ai entendu dire, enfin, que ce que promet l'Allemagne depuis longtemps ne donne jamais ce qu'ils promettent.
Et aux dernières nouvelles, ça fait plus de 3 mois que l'Allemagne ne donne plus rien. Sans compter le fait que la Pologne aussi ne donne plus rien, que la Slovaquie ne donne plus rien. Donc tout ça s'enchaîne. Et là, que vois-je sur LCI? Je vous en ai pas parlé dans les artistes, que je peux pas non plus tout vous dire pour une raison de temps. Mais en plus, les dons à l'Ukraine financiers et militaires ne cessent de diminuer. Je vous le répète évidemment depuis des mois. Sauf que maintenant, dans les médias, ça y est, on le dit, on montre les courbes et les statistiques de ce qui est réellement donné à l'Ukraine. Et ça ne cesse de diminuer. Et le pire du pire pour l'Ukraine, évidemment, ce sont les États-Unis. Les États-Unis ne donnent que le strict minimum. N'oublions pas que le Congrès a gelé les budgets. Alors les budgets seront réouverts normalement en 2024, mais quand en 2024? Et en 2024, il y aura un nouveau vote. Est-ce que le vote va vraiment être fait en faveur de l'Ukraine? Et même entre parenthèses d'Israël. Vous voyez? Donc pour l'instant, tout est gelé. L'Ukraine n'a plus rien. Donc... Et bon, il n'y a pas vraiment d'espoir, il n'y a même aucun espoir dans le futur. Comment voulez-vous que des combattants ukrainiens veulent vraiment se battre avec une motivation suffisante s'il n'y a aucun espoir à la clé? Aucun. Strictement aucun. Alors bon, le gouvernement de Kiev compte sur l'ignorance de la plupart des soldats ukrainiens et des recrues, des futures nouvelles recrues ukrainiennes, grâce à une propagande quasiment jamais vue au monde et un contrôle des médias quasiment jamais vu au monde. Le seul équivalent, j'ai envie de vous dire, ce serait la Corée du Nord et la Chine. Mais à part la Corée du Nord et la Chine, je n'ai jamais connu un contrôle des médias aussi puissant. Et ça ose s'appeler une démocratie. L'Ukraine était une démocratie avant 2014. Après 2014, l'Ukraine ne peut plus se targuer du titre de démocratie. Ce n'est plus une démocratie depuis 2014, l'Ukraine. Bref, j'arrête là. Franchement, on pourra en parler des heures. Il y a tellement de choses à dire. Pour une raison de temps, là déjà, mes vidéos sont beaucoup trop longues. Je me doute déjà qu'à ce niveau-là, j'ai perdu 95% de mes auditeurs. Mais bon, je fais pas ça pour l'argent, je fais ça pour vous informer. Maintenant, qui veut regarder jusqu'au bout, tant mieux pour ceux qui me regardent jusqu'au bout, sinon tant pis. Enfin bref, j'arrête là, on va passer à la carte militaire. Alors voici la carte militaire. Alors comme d'habitude, comme je le dis à chaque fois, c'est une carte faite par les Ukrainiens, donc évidemment qui va à leur avantage et au détriment des Russes, mais ça, vous le savez déjà. Alors là, ça a été particulièrement stable sur le front. Au niveau des attaques amphibies, rien de nouveau. Donc la dernière, c'était sur Klinky, c'est-à-dire exactement ici. Et évidemment, une attaque pour la communication, comme je le dis, évidemment, ça s'est mal fini pour les Ukrainiens, mais c'était inéluctable, il ne pouvait en être autrement, vu qu'ils font des attaques sans blindés en plus. C'est-à-dire ni véhicule blindé, ni char. Bon, et ils traversent le Dniepr comme ça, juste avec des fantassins. Bon, bref, inutile d'en parler plus en avant. Alors, Ougledar, rien n'a changé. Orirov, rien n'a changé aussi. Pour le sud, là de Donetsk, alors là j'ai des informations un peu contradictoires concernant Malinka. Alors, vous voyez, là, c'est une carte ukrainienne, je le rappelle. Donc, vous voyez que les Ukrainiens ont enveloppé complètement Malinka. Bon, ça fait combien de semaines que je vous dis que Malinka est prise. Mais là n'est pas la question, parce qu'il y en a qui considèrent la banlieue ouest comme faisant partie de la ville de Malinka, et d'autres non. Moi, je fais partie de cette deuxième école. Moi, je considère que la banlieue fait pas partie de Malinka.
Mais bon, bref, là c'est une carte ukrainienne, hein, je le rappelle. Et vous voyez que la ville intramuros est prise par les Russes. Mais il y a la banlieue ouest qui est toujours pas prise. Alors moi j'ai des blogueurs russes qui disent que la banlieue ouest elle a été prise hier, alors hier après-midi. Est-ce vrai, est-ce faux, je ne sais pas, mais quand même par prudence, je préfère attendre la confirmation de mes sources les plus sûres. Donc on va dire que la carte ukrainienne est relativement correcte. Donc je ne vais pas aller plus en avant sur Marinka, mais en tout cas, bon, ben, les Russes avancent hein, très très doucement. Là où c'est un peu plus intéressant, c'est sur Avdiivka. Alors évidemment, Avdiivka, alors là, la carte est complètement fausse, évidemment. Les Russes sont ici, tout au sud. Tout ça, ça a été pris par les Russes. J'ai confirmation que le complexe industriel au sud a été pris. Donc les Russes ont tout ça. Là, le terril, vous voyez que les Ukrainiens, ils ont quand même mis la moitié du terril. Hein. Pendant 3 semaines, ils n'ont rien touché. Là, ils se sont dit, allez, on va quand même mettre la moitié du terril. Bon, bien évidemment, Stepové ici, ça a été pris. Là, tout le terril et même une partie nord du complexe industriel de la coquerie a été pris. Donc les Russes ont tout ça. Hein. Tout Stepové a été largement pris. Maintenant, ils sont au bord de Verdichi, qui est ici. Ils sont au bord de ce fameux deuxième village qu'ils étaient censés prendre il y a un mois, les Russes. Mais il y a un mois, ils ont fait une offensive qui a raté. Plus ou moins raté, puisqu'ils avaient quand même pris le terril. Bref, donc le côté russe rose, en fait, c'est tout ça. Tout ça. Voilà. Tout ça, c'est russe. Voilà. Mais c'est bien, hein, les Ukrainiens, ils ont rajouté ça en 3 semaines. Hein. C'est bien. Voilà. Donc, Avdiivka, ça avance. Hein, ça avance. Alors, évidemment, il va de soi qu'Avdiivka, ça fait déjà bien longtemps qu'ils n'ont plus d'approvisionnement. Par contre, ils ont peut-être plus d'approvisionnement, mais il y a des hommes qui continuent d'arriver du sud et du nord pour essayer de contrer l'avancée russe au nord. Hein, je vous avais déjà dit à plusieurs reprises que c'est beaucoup plus facile pour les Russes au sud qu'au nord. Alors ils avancent quand même au nord parce que ça y est, depuis le temps que les Ukrainiens, c'était il y a 3 semaines, un mois, s'étaient très bien battus pour contrer l'offensive russe, faut dire ce qui est. Mais ça y est, depuis le temps, évidemment, là où ils tiraient, c'est-à-dire les positions d'artillerie, maintenant ont été repérées depuis fort longtemps. Et les Russes, évidemment, ils sont en mode maintenant attaque, dans le sens pour les pièces d'artillerie. Donc évidemment, les brouillages russes marchent au maximum ici, puisque les Ukrainiens, non contents d'utiliser l'artillerie, utilisent bien évidemment toujours leurs drones. Ils en ont moins qu'avant, mais ils en ont toujours quand même. Surtout, il ne faut pas oublier que Avdiivka, c'est la dernière grande forteresse ukrainienne en activité. Hein, l'autre qui est plus petite, moins importante et moins puissante, c'est Sivelsk, plus au nord. Mais si celle-là tombe, ça va être un coup terrible pour les Ukrainiens. Ça fait des mois que je vous le dis, des mois, je vous répète parce que c'est vrai. Voilà. Quand Avdiivka tombera, je sais que je radote tout le temps depuis des dizaines de points sur l'Ukraine, mais je le dis encore parce que c'est tellement important. Quand Avdiivka tombera, à mon avis, c'est toute l'Ukraine qui tombera parce que ça va faire un choc psychologique terrible et un choc militaire puisque Avdiivka était d'une importance cruciale pour l'Ukraine. C'est pour ça que Zelensky a demandé qu'Avdiivka soit traité exactement comme le fut Bakhmut, maintenant appelé Artyomovsk. C'est-à-dire, Zelensky a demandé qu'Avdiivka doit être défendu à tout prix, quitte à prendre des forces du front pour essayer de protéger Avdiivka. Avdiivka qui, je le répète, n'est plus alimenté, n'est plus approvisionné depuis déjà plusieurs semaines. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette partie. Alors évidemment, Bakhmut, Artyomovsk en fait,
Alors là, sur Bakhmout, ils ont quand même représenté la prise du nord ici, donc sur Kromovo. Donc ils l'ont quand même... c'est tellement énorme, parce qu'il y a il y a eu une vraie offensive russe au nord ici. Là, comme les médias en parlent, bah, ils sont obligés de le mettre, parce que même les médias ont dit que Kromovo a été prise. Donc c'est nord-ouest de Bakhmout. Et Klitschivka, bon là c'est archi faux, puisque Klitschivka est complètement entouré. Donc en fait ça fait une sorte de triangle comme ça. Et au sud aussi, donc au sud ça fait comme ça. Ça fait comme ça pour les Russes, et là comme ça. Alors il n'y a que cette façade-là qui n'est pas prise par les Russes. Donc vous voyez que là il y a une poussée au nord de Bakhmout vers Tchassivial, évidemment pour prendre Kramatorsk et Slaviansk, qui sont ici, Kramatorsk et Slaviansk. Puisque évidemment, bon bah c'est pareil, hein, une fois que de toute manière Tchassivial sera prise, qui sera prise bien après Avdiivka, de toute manière le coup psychologique sera tel que les grosses villes comme Kramatorsk et Slaviansk tomberont. De toute manière, je pense que là les Ukrainiens se rendront. Ce n'est que mon avis, peut-être que je me trompe. En tous les cas, c'est mon avis. Alors maintenant, bien sûr, Siversk. Alors Siversk, c'est pareil, c'est mal représenté. Les Russes avancent tous les jours sur Siversk maintenant. Ça, ils ont là, bah voilà, là, la carte n'a pas bougé depuis au moins 3 semaines. Ils n'ont rien fait là. Hein, donc les Russes avancent. À un moment, les Russes n'avançaient plus, c'est vrai, mais là maintenant, ça fait 2 semaines qu'ils avancent de quelques centaines de mètres par jour, mais ça avance sur Siversk. Pareil sur Liman, hein, les Russes sont aux portes de Liman. Liman en ukrainien, Krasny Liman en russe. Donc ils avancent sur Kupiansk, bien évidemment. La carte est archi fausse, les Russes sont beaucoup plus près, ils sont ici, et là ils sont ici. Voilà, ils sont ici. Pareil, là toute cette zone a été prise ici, mais bon, c'est vrai qu'au nord c'est ce qu'il y a de plus calme. Alors je vous rappelle que le Pentagone a dit que c'est ici, c'est dans toute cette zone qu'il y a l'énorme armée russe. Comme ça, depuis le temps que je vous en parle, l'énorme armée russe est dans toute cette zone. Alors pour simplifier, on dit la région de Kupiansk, mais en fait, ça va plus bas. Hein. Voilà, toute l'énorme armée russe est dans toute cette zone. Et bon, ben voilà. Comme Sergei Shoigu le dit, ils font une défense active. Donc alors, je ne sais pas quand ils feront leur grande offensive, bien évidemment. Ils préfèrent faire la guerre d'attrition jusqu'au bout, comme je vous le répète à chaque fois. Donc voilà, donc sur le front, pas de truc extraordinaire. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant la carte militaire. Voilà, c'est fini. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Éventuellement un petit don, lien dans la description. C'est important pour moi, cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne qui s'appelle Réinformation sur le monde sur YouTube et Analyse du monde sur ma chaîne Odyssée et Rumble. Merci à vous tous, merci de votre soutien et toujours, soyez curieux.